Bonjour à tous à nouveau. Donc, je vais vous parler du traitement d'induction des vascularites associées aux ANCA, euh, même si je ne parlerai pas là de la granulomatose éosinophilique avec polyangéite, anciennement syndrome de Church-Strauss, puisque Camille Taillé, qui est pneumologue à Bichat, vous en parlera. Donc là, je vais surtout parler de la GPA, la granulomatose avec polyangéite, et la PAM, ou polyangéite microscopique. Et comme vous allez le voir, on a la chance dans cette maladie d'avoir, malgré sa rareté, une multitude d'études qui permettent d'avoir aujourd'hui une stratégie qui repose vraiment sur des données fondées sur les preuves. Et tout ça essentiellement grâce à la très bonne organisation des différents réseaux. Et aussi, une des raisons de ce succès, c'est que les études sont essentiellement des études académiques et beaucoup moins que dans d'autres maladies, des études industrielles. Donc, j'ai quelques liens d'intérêt avec les partenaires industriels. Et donc, aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, on va se focaliser vraiment sur la GPA, la granulomatose avec polyangite, qui, comme vous le savez, s'associe volontiers avec les ANCA-PR3 et la polyangite microscopique. Donc, pour, entre guillemets, si vous vouliez revenir sur certains points, après, il faut savoir que nous avions fait une actualisation avec Loïc du protocole national de diagnostic et de soins en 2019, que nous allons cette année probablement réactualiser les choses et en tout cas apporter des petites évolutions sur avec les informations dont je vais vous parler. Mais donc ça, c'est quand même un outil qui reste parfaitement d'actualité. Et puis, vous avez peut-être vu ou entendu parler des recommandations dites de l'EULAR. Vous savez, l'EULAR, c'est le groupe européen de lutte contre les rhumatismes, hein, mais donc en gros, c'est un petit peu le groupe travaillant sur les maladies auto-immunes inflammatoires. Et il y a des recommandations pour lesquelles nous nous étions réunis il y a un an, mais qui viennent d'être publiées, donc ça met toujours un peu de temps. Et donc, dont je vais m'attarder sur certains points, puisque vraiment, elles donnent quand même un aperçu de certains éléments de la prise en charge d'aujourd'hui, en tout cas. Donc, je peux que vous inviter à les lire, en tout cas pour répondre en tout cas à certaines des problématiques que vous pourriez avoir. En tout cas, j'ai voulu, pour le traitement d'induction, pour simplifier, aborder 4 questions. Le traitement d'induction, notamment l'immunosuppresseur, quel régime de corticoïdes, quelle place pour les échanges, et quand même vous dire un mot de l'avacopan, puisque vous allez naître, entre guillemets, dans votre vie professionnelle avec cette molécule, et que donc ça mérite, je pense, qu'on s'y attarde un petit peu. Donc, une des premières questions qu'on peut se poser, en tout cas pour le traitement d'induction, c'est quel traitement d'immunosuppresseur et quand en donner un, par exemple, et essentiellement entre le cyclophosphamide ou le rituximab. Et donc, on dispose, pardon, de plusieurs recommandations. Il y a le PNDS, je vous en ai parlé, il y a les recommandations des néphrologues que l'on appelle les recommandations CADIGO de 2021, et puis il va y avoir les recommandations de l'EULAR. Et ce qui est très important, c'est que depuis 2010, date à laquelle une étude qu'on appelle l'étude RAVE a été publiée dans le New England et a démontré la non-infériorité du rituximab par rapport au gold standard de l'époque, qui était le cyclophosphamide, comme Loïc notamment vous en a parlé. Et donc ça, c'est très important de dire que cette non-infériorité fait qu'en fait, sont considérés comme équivalents la combinaison corticoïde-cyclophosphamide ou corticoïde-rituximab. Mais néanmoins, certains patients n'étaient pas concernés par l'étude RAVE, parce que notamment dans les critères d'exclusion, les patients les plus sévères étaient exclus, et notamment quand la créatininémie était supérieure globalement à 350 micromoles par litre, et que donc, dans ces populations d'une sévérité extrême, eh bien, la non-infériorité du rituximab n'a pas été évaluée. Ça ne veut pas dire que le rituximab n'est pas aussi efficace, c'est qu'on n'a pas la réponse. Et donc, dans ces situations, vous voyez les recommandations CADIGO suggéraient de manière tout à fait logique eh bien, que le cyclophosphamide restait la thérapeutique préférable en raison de l'expérience limitée avec le rituximab, mais que dans le but de limiter l'exposition au cyclophosphamide, notamment dans certaines populations à risque vis-à-vis des effets secondaires du cyclophosphamide, pouvait s'envisager un schéma qui combinait 2 perfusions de cyclophosphamide et 4 perfusions de rituximab, et issu d'une étude qui s'appelait RituxVAS, qui avait été publiée dans le même numéro du New England que l'étude de non-infériorité du rituximab. Et vous voyez que
les néphrologues, par leur sensibilité néphrologique à utiliser fréquemment le mycophénolate mofétyle, discutent dans les formes non graves, et bien éventuellement avec des encas MPO d'utiliser ce traitement, mais c'est un traitement qu'on aime très peu dans les vascularites, en tout cas au niveau français, et vous allez voir que de toute façon, dans ces populations, avec les recommandations de l'EULAR, c'est quand même le rituximab qui sera la stratégie préférentielle. Il y a quand même des situations où on peut envisager d'utiliser préférentiellement le rituximab par rapport au cyclophosphamide. Et vous voyez que, bien entendu, c'est dans les populations où on estime que le risque, notamment la toxicité à long terme, soit pour les enfants et les adolescents sur le risque tumoral, ou alors chez les personnes en âge de procréer, hommes ou femmes, eh bien, c'est sûr que le cyclophosphamide a une toxicité sur la fertilité. Donc ça, c'est des choses qui se discutent au quotidien. Et il y a deux situations où le rituximab s'est avéré dans les études ancillaires de la fameuse étude REV, l'étude du New England, et a montré une supériorité du rituximab par rapport au cyclophosphamide. C'est chez les malades en rechute, souvent après échec d'un traitement par endoxan, et puis les patients qui étaient positifs pour les encas PR3. Les recommandations KDIGO suggéraient que le rituximab soit plus adapté pour les personnes âgées fragiles ou s'il y avait une épargne en corticoïdes nécessaire importante. Mais en fait, ces données, en tout cas à mon avis, ne reposent sur rien, en tout cas aucune donnée fondée sur les preuves. Donc, je ne comprends pas bien cette recommandation-là, en tout cas pour ces deux derniers points. Pour élargir un peu au-delà des patients avec des encas PR3, qui, vous le savez, sont associés préférentiellement à la granulomatose avec polyangéite, eh bien, à partir de données issues de registres, notamment du registre du GFEV, Xavier Puéchal a analysé en tout cas les données et fait avec les collègues méthodologistes ce qu'on appelle un essai émulé, c'est-à-dire que l'objectif est à partir de données rétrospectives de reproduire un essai thérapeutique avec des critères d'inclusion, des critères de jugement et de pouvoir comparer deux stratégies. Et le message de ce travail, même si on peut être très surpris par la faible taux de rémission avec le cyclophosphamide qui ne correspond pas tout à fait à notre pratique, et bien qu'il semblait y avoir une supériorité du rituximab sur le cyclophosphamide. Et ça, aussi bien chez les GPA qui n'avaient pas d'encas ou qui avaient des encas dites anti-MPO, ce qui arrive en tout cas dans 10 à 15% des cas. Et donc, on pourrait vouloir dire que, et ça c'est tout à fait en accord avec les recommandations de l'EULAR 2022, eh bien que pour induire la rémission chez les patients atteints de GPA et polyangite microscopique, dans les formes graves qui mettent en jeu le pronostic vital, ou systématiquement en cas de GPA, anciennement maladie de Wegener, eh bien, il est recommandé de donner une combinaison de glucocorticoïdes et rituximab ou de glucocorticoïdes et de cyclophosphamide. Mais vous voyez que le rituximab est quand même préféré sur le cyclophosphamide en cas de maladie en rechute, mais également quand même de manière globale chez les patients avec des encas-PR3 et chez les patients ayant une granulomatose avec polyangéite. Les recommandations de l'EULAR ont un petit peu modifié une habitude qu'on avait en France. Alors, les GPA, granulomatose avec polyangéite, nécessitent toujours un immunosuppresseur associé à la corticothérapie, sauf dans les formes très localisées dites ORL. Avant, la polyangéite microscopique, on se basait sur la présence de critères de sévérité ou non, ce qu'on regroupait dans le Five Factor Score, et on avait l'habitude de ne proposer l'immunosuppresseur uniquement en cas de forme grave de polyangite microscopique et non pas chez les patients sans critères de sévérité où là, on recommandait les corticoïdes seuls. Vous voyez que l'EULAR, en tout cas, et les recommandations se sont positionnés pour proposer dans ces situations systématiquement une combinaison de glucocorticoïdes et plutôt de rituximab devant le profil de tolérance suspecté meilleur avec le rituximab, même si, là encore une fois, ce n'est pas vraiment issu des données des essais thérapeutiques, mais plutôt, on va dire, sur le risque potentiel sur la toxicité, la fertilité, pardon, ou le risque tumoral. Et vous voyez que sont mis comme des alternatives auxquelles il faut quand même garder, en tout cas comme possible alternative, le méthotrexate ou le mycophénolate mofétyle, sachant qu'en France, comme je vous le disais,
on est assez réfractaire au mycophénolate mofétyl à la différence du méthotrexate parce que le mycophénolate mofétyl s'était montré inférieur pour maintenir la rémission des vascularites comparativement à l'azatioprine qui a été délogé en traitement d'entretien depuis longtemps maintenant. Et donc, considérer qu'un traitement qui était inférieur à l'ancien gold standard pour maintenir la rémission, c'était difficile de le voir comme ayant un rôle en phase aiguë de la maladie en traitement d'induction. Mais vous verrez, si vous participez à des recommandations plus tard, que les recommandations, c'est un peu l'art du consensus et que parfois, dans des recommandations, traduisent un petit peu différentes sensibilités. Et donc, c'est pour ça que parfois, il y a des choses bonnes à prendre et parfois des choses plus discutables dans les recommandations. Alors, une des grandes avancées quand même des dernières années, notamment des recommandations, ça a été de clarifier un petit peu les choses sur le schéma de corticoïdes. Et ça, le schéma de corticoïdes, même si des essais du GFEV dont Loïc vous a parlé tout à l'heure, en tout cas sur les essais des 40 dernières années, avaient déjà montré qu'utiliser moins de corticoïdes, ça faisait pas moins bien et ça faisait moins de toxicité. Et donc là, dans une étude dont vous avez probablement entendu parler qui s'appelle Pexivas, pourquoi? Parce que, bon, déjà, elle est sortie dans le New England en 2020. C'est la plus grande étude jamais conduite dans les vascularites, 704 patients. Elle était destinée à des patients ayant une forme sévère de vascularite, insuffisance rénale avec un débit de filtration glomérulaire inférieur à 50 millilitres minute et ou une hémorragie alvéolaire, mais qui était sévère dans moins de 10% des cas, donc beaucoup n'étaient que des hémorragies alvéolaires scanographiques. Et là, vous voyez qu'il regardait un critère très dur, puisque le critère dur, c'était la mort et ou l'insuffisance rénale terminale dialysée. Et c'est-à-dire que ce critère de jugement ne va pas capter d'éventuelles rechutes mineures, rechutes majeures, réévolutivité à la baisse du traitement. Et donc, il faut en tout cas prendre notion de cela pour, on va dire, interpréter un petit peu les choses. Toujours est-il qu'une des questions auxquelles ils ont voulu répondre, c'était 1, faut-il faire des échanges plasmatiques, oui, non, et 2, peut-on donner moins de corticoïdes, oui, non. Vous voyez que le schéma dit dose réduite de glucocorticoïdes, qui est le bras en pointillé, il diminue très rapidement la première semaine la corticothérapie. Vous voyez que dès la première semaine, on diminue d'un facteur 2 la dose de corticoïdes, ce qui fait qu'à l'issue d'un an, tout le monde déjà est à 5 mg. Et il y a une décroissance quand même d'au moins 60% de la dose cumulée de corticoïdes dans le schéma dose réduite. Cette stratégie de corticoïdes, elle était faite après 1 à 3 bolus de méthylprénisolone dans tous les cas. Et ce qui a été regardé, c'était la non-infériorité de ce schéma dose réduite pour notre critère de jugement ultra dur qui était la mort et ou l'insuffisance rénale terminale. Et vous voyez qu'il n'y avait pas de différence entre les deux bras et que donc l'hypothèse de la non-infériorité de moins de corticoïdes était validée. Et donc, je peux que vous inviter à retenir en tout cas ce schéma de glucocorticoïdes que vous trouvez aisément en tout cas dans la littérature ou en tout cas sur Internet. Il est très important de noter que, comme vous pouvez le voir, il y a une baisse de 31% des infections sévères à 1 an, qui est quand même la cause numéro 1 de mortalité, le risque infectieux chez nos malades. Et donc, on peut y voir un intérêt en termes de non-infériorité sur l'efficacité, mais de bénéfice sur la tolérance. Les Japonais ont également publié dans le JAMA, une année plus tard, une étude de phase 4 qui est quasiment restreinte aux patients avec une spécificité anti-MPO. Et ça, c'est important parce que les Asiatiques ont quasiment exclusivement des vascularites anti-MPO. Et donc, il faut là aussi bien retenir cela quant à l'applicabilité éventuellement de ce schéma. Et ils ont comparé, en association au rituximab, un schéma dit dose réduite, 2 fois moins fort en corticoïdes et un schéma dose standard. Et là, c'est un critère moins dur qui est utilisé, c'est le taux de rémission à 6 mois, donc plus proche de la pratique et du quotidien. Et vous voyez qu'il y avait une non-infériorité entre les deux bras. Et là encore, un bénéfice en termes de risque infectieux et d'événements indésirables. Il est quand même important de noter que ce schéma de décroissance corticoïde rapide, les patients inclus dans ce bras n'ont pas pu suivre le schéma de glucocorticoïdes dans environ 60% des cas et ont eu la nécessité de remonter un petit peu les corticoïdes. Donc, vouloir décroître
un peu, a priori, c'est probablement une bonne chose parce que ça fait utiliser moins de corticoïdes et ça fait avoir moins d'infections. Mais en revanche, vous voyez que dans certaines situations, et là c'était mesuré à 60% dans cette étude, eh bien, on ne peut pas réussir à suivre ce schéma de dose réduite de corticoïdes. Donc les recommandations de l'EULAR, elles sont assez claires. Vous voyez qu'elles disent que pour induire la rémission, il est recommandé d'utiliser les corticoïdes à la dose initiale qui est celle du schéma dose réduite de l'essai Pexivas et avec une décroissance progressive qui nous amène environ à 5 mg au bout de 4 à 5 mois, alors qu'avant, les schémas anciens, les repères, c'était plutôt 20 mg à 3 mois, 10 mg à 6 mois et 5 mg par jour à 12 mois. Donc, vous voyez qu'on va beaucoup plus vite. Il y a quand même des petits bémols, en tout cas, ou des petites réserves à avoir sur l'utilisation de ce schéma dose réduite, comme toujours dans les populations qui ne sont pas représentées dans l'essai Pexivas. Ensuite, chez les patients qui n'ont pas reçu de bolus de méthylprednisolone, puisque dans l'essai Pexivas, il y avait systématiquement des bolus. Également chez les patients qui n'auraient pas d'immunosuppresseurs, puisque systématiquement ils en avaient. Et je mets une petite réserve quand les patients sont traités par du rituximab en induction, parce que dans l'essai Pexivas qui a commencé il y a plus de 10 ans, 85% des patients avaient du cyclophosphamide et seulement 15% du rituximab. Donc, on est un peu loin des pratiques actuelles et vous voyez qu'à cause de cette faible effectif de patients sous rituximab, l'intervalle de confiance est très large, mais il penche très fortement en faveur du bras standard, alors qu'on regarde un critère de jugement très dur qui est la mort ou l'insuffisance rénale terminale. Donc, il faut se méfier avec le rituximab de ne pas perdre le contrôle en diminuant trop rapidement les corticoïdes. Et ça, avec une de vos consoeurs, une interne en médecine interne qui a soutenu sa thèse il n'y a pas très longtemps, Sophie Nagle, eh bien, on avait dans le cadre de sa thèse regardé ce schéma en vraie vie, en tout cas dose réduite de glucocorticoïdes avec un critère de jugement qui était moins dur que la mort ou l'insuffisance rénale terminale, mais qui incluait aussi la rechute. Et vous voyez que ce qui était associé à la survenue d'une rechute, eh bien, c'était le schéma de dose réduite de corticoïdes et de manière indépendante, les patients qui avaient une créate à plus de 300 micromoles par litre et ceux qui avaient là encore du rituximab en traitement d'induction. Donc, probablement logique de tenter quand même le schéma dose réduite, mais méfiance quand on est dans ces deux situations-là, qu'on ne perde pas le contrôle au cours de la décroissance. Alors, les échanges plasmatiques, ça a beaucoup agité le monde des vascularitologues, en tout cas, avec des camps pro-échange, des camps anti-échange, des discussions passionnées dans les services où les gens n'étaient pas d'accord, faut-il échanger ou passe malade. Et cette étude, vous allez voir qu'elle a eu pour but, en tout cas, d'essayer de répondre à la question dans ces populations quand même relativement sévères, de savoir si les échanges plasmatiques permettaient de diminuer le risque de décès et ou d'insuffisance rénale terminale. Donc, comme vous pouvez le voir, sur le long terme, eh bien, il n'y avait pas de différence entre les deux bras, avec, vous voyez, un hazard ratio à 0,86 et avec un petit signal à la première année, puisque quand on se plaçait à 12 mois, on avait, vous voyez, une réduction du risque de l'ordre de 23%, mais qui englobait l'intervalle, en tout cas le 1, et donc qui n'était pas significatif. Néanmoins, quand on regarde au décours de cette étude les recommandations KDIGO des néphrologues, vous voyez que les néphrologues continuent de penser, en tout cas, et de proposer que les échanges plasmatiques soient considérés. Considérés, ça ne veut pas dire qu'ils doivent forcément être faits, mais la question doit se poser chez les patients qui ont plus de 500 micromoles de créatinine ou ceux dont on n'a pas encore atteint 500 micromoles, mais dont la cinétique évolutive de la créatininémie suggère fortement qu'on a des lésions fraîches, puisque la question un peu des échanges, c'est toujours, en gros, est-ce que si je fais des échanges plasmatiques, c'est pour réverser une situation très aiguë, parce qu'on se dit, sur un rein déjà très malade, ça va avoir un impact modéré. Les néphrologues, ils recommandaient ça également sur les hémorragies alvéolaires diffuses avec hypoxémie. Et enfin, bien entendu, quand on a ces rares formes de chevauchement entre une vascularité en K et une vascularité antimembrane basale glomérulaire. Les personnes ayant fait l'étude Pexivas ont fait une méta-analyse qu'on peut critiquer à plusieurs niveaux, même si elle a été publiée dans le British Medical Journal. C'est que, comme vous pouvez le voir, ça sort mal ici, mais la première étude inclue dans cette méta-analyse, elle est de 1980. Et donc, la moitié des études sont avant 2000, la moitié des études après 2000. Et donc, en 40 ans d'évolution, vous avez vu un petit peu ce que Loïc vous a dit.
c'est le jour et la nuit. 79, on se disait qu'il fallait traiter peut-être par cyclophosphamide en rattrapage. Donc, c'est quand même très critiquable d'inclure dans une étude autant de temporalité. Et l'autre chose, c'est qu'une étude, l'étude PEXIVAS, représente 70% de l'effectif, ce qui est quand même là aussi un peu discutable dans une méta-analyse. Toujours est-il qu'en faisant ça, le petit signal à 12 mois, vous savez, qui était ici à 0,77 d'hazard ratio, ça atteint la significativité. Et donc, de ça sont sorties des recommandations d'experts qui disaient quand on est à plus de 300 micromoles par litre de créatininémie, les experts ont fait des recommandations faibles en faveur des échanges plasmatiques. Et en revanche, pour l'hémorragie alvéolaire, c'est une recommandation plutôt contre les échanges plasmatiques. Donc, vous voyez qu'on a une étude, la plus grande étude jamais conduite, dont les conséquences, et ça, c'était quand même quelque chose qui n'était jamais arrivé dans les vascularites, vont être que des recommandations vont être faites et allant plutôt dans l'autre sens, entre guillemets, que les conclusions de l'essai. Donc, ça a mis un gros bazar quand même dans les équipes, sur la compréhension des choses. Et vous voyez que les recommandations de l'EULAR, elles vont retenir que les échanges plasmatiques peuvent être envisagés quand on a plus de 300 micromoles par litre de créate. Et en revanche, dans les maladies, dans les hémorragies alvéolaires, même graves, ce n'est pas recommandé. Et un travail a été présenté récemment à l'American College of Rheumatology, qui est le congrès américain, où vous voyez que sur les 61 hémorragies alvéolaires dites sévères, c'est 85% de saturation en air ambiant ou moins, et où il a besoin d'une ventilation à haut débit, optiflow, ventilation mécanique. Et le premier message de cette étude, c'est que vous voyez que l'hémorragie alvéolaire grave, il y avait une mortalité très, très nette avec un hazard ratio ajusté à 5,2, ce qui montre qu'en tout cas, c'est un critère de mortalité très fort et très précoce, puisque vous voyez qu'on est globalement au premier mois et qu'après, on a une mortalité qui reste assez stable. Et globalement, pour les conclusions qu'on peut en faire, là, ça manque de puissance, mais vous voyez en rouge la courbe de survie globale des patients avec une hémorragie alvéolaire grave non échangée et les patients avec une hémorragie alvéolaire grave échangée en gris, avec, vous voyez, une différence de 10% visible dès le début, en tout cas à 1 an. Et vous voyez, on a des effectifs très faibles, mais globalement, un taux de mortalité, que ce soit à 3 mois ou à 1 an, qui est 2 fois plus fort sans échange par rapport aux échanges. On passe en gros de 16 à 30% de mortalité, mais vous voyez, avec des effectifs qui sont tout petits. Donc, en tout cas, une interprétation qui peut être faite de manière vraiment très variable en fonction du camp dans lequel on se trouve entre les pro-échanges et les anti-échanges. Pour finir, une place sur l'avacopan. Alors, l'avacopan, c'est une étude qui est une petite molécule orale qui va bloquer le C5A récepteur, qui est le récepteur de l'anaphylatoxine C5A, qui est issu du clivage de la fraction du complément C5 en C5A, molécule pro-inflammatoire, et C5B, qui, vous savez, rentre dans le complexe d'attaque membranaire et va servir contre la défense contre les infections à gram négatif. Et issu des travaux chez la souris préclinique et du développement de molécules, cette molécule a été évaluée chez l'homme dans une étude de phase 2 puis de phase 3, étude de phase 3 publiée il y a 2 ans, qui évaluait l'avacopan comparativement à la corticothérapie. Donc, vous voyez qu'on avait un schéma rituximab ou endoxan plus avacopan versus rituximab ou endoxan plus placebo d'avacopan mais prednisone, avec 2 écueils. Les patients sous rituximab n'avaient pas le droit d'être traités en entretien. Loïc vous en parlera sûrement, en tout cas dans l'entretien derrière, alors qu'on sait que les malades rechutent. Et 2, les patients ne recevaient dans le bras corticoïde que 20 semaines de corticoïdes, alors que ce n'est pas le schéma recommandé actuellement. Donc, l'avacopan, en fait, c'est comparé à un standard qui n'est pas le standard tel qu'il est recommandé. Et donc, c'est difficile d'avoir des repères solides quand on a une molécule qui se compare à un schéma qui n'est pas ce qu'on fait et qui est donc forcément moins bien que ce qu'on fait. On ne sait pas si le mieux observé avec l'avacopan est lié à un réel progrès ou pas. Toujours est-il que c'est une étude de non-infériorité à 26 semaines, avec des taux, vous voyez, de réponse tout à fait équivalents. Et à 52 semaines,
une supériorité de l'avacopan, mais quand on traite les malades à 52 semaines dans le bras prednisone, ni par cortisone, ni par traitement d'entretien, j'ai envie de dire qu'il n'est pas très étonnant d'avoir ce résultat-là. Il y a quand même un signal, éventuellement, pour ce qui serait une meilleure récupération rénale dans le bras avacopan, avec une récupération du débit de filtration glomérulaire qui serait supérieure avec l'avacopan. Mais là encore, notre schéma comparateur n'est pas le standard of care. Donc, peut-être qu'on aurait eu, avec un traitement tel que recommandé, une amélioration qui aurait été plus notable. Donc, voilà un peu les conclusions de l'avacopan. Donc, cette non-infériorité face à la corticothérapie, une diminution des effets secondaires, pas au total, mais liée à la corticothérapie, ce qui est attendu. Et quand même des limites dont je vous parlais, qui est quand même la grosse problématique du standard of care et du groupe témoin. L'autre chose, c'est que beaucoup des malades avacopan ont reçu quand même des corticoïdes aussi. Ils avaient reçu 1,4 g en 12 mois en moyenne. Et le prix attendu de l'avacopan, il est pour l'instant de 85 000 € par an, pour un an. Donc, vous voyez un petit peu les problématiques que ça pose. Donc, la recommandation de l'EULAR, elle va être de manière très mesurée de dire que chez les patients qui ont un besoin de réduire de manière importante l'exposition aux glucocorticoïdes, c'est tout à fait intéressant. Et ça, c'est ce que la Haute Autorité de Santé, dans son avis pour un accès précoce, avait bien préconisé. Vous voyez qu'il était dit, c'est-à-dire que vous pouvez demander aujourd'hui un accès précoce pour l'avacopan à votre pharmacien. Et vous voyez que l'intitulé, il est clair, c'est en association au rituximab ou au cyclophosphamide pour le traitement des patients adultes atteints de GPA ou polyangite microscopique ayant une contre-indication formelle aux fortes doses de corticoïdes. En revanche, la Haute Autorité de Santé, dans son avis définitif, a rendu un avis favorable au remboursement de l'avacopan. Et là, c'est un peu open bar. C'est pour les patients qui ont une vascularité active sans aucune restriction quant à l'utilisation de la corticothérapie. Et je prends souvent le parallèle avec le tocilizumab, qui est une étude positive qui a été approuvée par la Haute Autorité de Santé avec la consigne qu'il faille que les corticoïdes soient bloqués à plus de 7,5. Et là, une étude qui n'est qu'une étude de non-infériorité, avec un traitement qui coûte beaucoup plus cher et où globalement c'est open bar. Donc, c'est quand même une petite difficulté, mais Loïc pourra nous donner son avis. Donc, en conclusion, des recommandations toutes fraîches, donc profitez-en. Une place des échanges qui reste floue, et vous verrez si vous passez dans certains services des gens qui ne sont pas tous d'accord entre eux. Une réduction majeure de la dose de corticoïdes, et ça pour une bonne chose, en tout cas, avec une réduction des infections. Et enfin, une place d'avacopan qui est à mieux définir dans le futur. Comme toujours, il va sûrement y avoir un effet appel d'air où on va l'utiliser beaucoup, mais la réelle place de l'avacopan, je pense qu'elle est quand même assez limitée. Et on se rend compte qu'en utilisant moins de corticoïdes tout seul, on fait aussi bien sans avoir besoin de mettre des molécules coûteuses en plus. Donc, vraiment à discuter dans les mois